Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue sur le plateau de l'émission Dialogue. Comme chaque semaine, on vous propose d'étudier un enjeu de société ou un enjeu culturel et on essaye d'en voir l'importance, d'en voir aussi les effets sur l'action de la société sur elle-même et de dégager des perspectives en mode solution individuelle ou collective. Cette semaine, nous nous posons la question les Indiens d'Amérique, première ou dernière nation. Pour ce faire, nous avons invité d'abord Luc Letourneau, qui est un directeur d'école algonquine au bord du lac Simon et qui fait avec passion son métier d'éducateur. Mais nous nous tournons d'abord vers notre premier invité qui, vous verrez, a beaucoup de choses à nous dire de très important. En mai 2014, Michèle Audette a fait le saut en politique en se portant candidate du Parti libéral du Canada à Terrebonne, devant le refus de M. Harper de créer une commission d'enquête sur le meurtre et la disparition des femmes autochtones. Au-delà d'un échec aux élections qu'on lui souhaite provisoires, Michèle Audette est une militante, une battante, une gagnante convaincue pour la cause des femmes, celle des Autochtones, leurs droits et leur avenir. Alors, le titre, la question de l'émission, je l'ai rappelé à l'instant, c'est les Indiens d'Amérique, première ou dernière nation. On va peut-être faire un rappel historique, parce que j'ai l'impression, Madame Audette, que les gens, la grande faculté de la mémoire, c'est d'oublier. Hein? Et ceux qui nous écoutent, les Indiens, ça correspond à une espèce de gros tas de préjugés que j'avais aussi avant peut-être de préparer cette émission. Il y a eu récemment, comment s'appelle cet acteur de cinéma, Roy Dupuis, qui a fait un film merveilleux où il expliquait justement que tout a commencé en 1609 quand il y a eu le premier accord entre est-ce qu'on va dire les envahisseurs? On verra plus tard comment on va les appeler, les Français, et les Indiens malécites, montagnais et algonquins. Et 100 ans plus tard, je vais vite dans les dates, 1701, la Grande Paix de Montréal. On a eu l'impression, autrement dit, qu'au niveau du papier, au niveau de l'accord oral, tout allait bien et même que la prise en compte des réalités autochtones des Premières Nations était véritablement respectueuse alors qu'on avait affaire à un peuple français, pour le moins, Henri IV, Louis XIV, Louis XV, etc., particulièrement colonisateur. Autrement dit, les Français ont senti que les Premières Nations, il fallait s'appuyer sur elles, ne serait-ce que pour survivre. C'était eux qui étaient en position... Oui, quel drôle de réalité par rapport à l'histoire qui a suivi. Oui. Écoutez, si vous me permettez, je pense que c'est important d'entrée de jeu de dire aux gens qui nous écoutent que pour nous, Indiens, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de premier ou dernier peuple, mais on peut parler de nation, de première nation ou de premier peuple pour le peuple Inuit. Alors, les Inuits, comme les Atikamekw et toutes les autres nations ici au Québec, on peut parler jusqu'à 11 nations, incluant le peuple Inuit. Alors oui, ça a été des gens très, très, très accueillants, très, très, très... on a démontré aux gens qui arrivaient d'ailleurs, dans ces bateaux-là, du moment des Vikings jusqu'aux Français, aux Européens, de comment vivre sur le territoire, de trouver une harmonie avec le territoire. Et là, les chocs ont commencé, non seulement avant le concept de coloniser, mais les chocs de nos perceptions, nous. Nous, on appartient à la Terre, on est les enfants de la Terre-mère, on la nomme de même dans notre spiritualité, dans nos chants, dans nos revendications, alors que ma moitié, qui est mon père est québécois, puis je dis toujours c'est le plus beau Québécois, et j'en suis fière. Cette moitié-là qui est arrivée ici, le monde d'ailleurs, c'était la Terre nous appartient. Alors, premier clash, premier choc
Ensuite, au niveau spirituel, les religions ont embarqué. Et je vous dirais, il y avait une certaine harmonie, parce que je me souviens d'avoir vu des lettres en 1600, en 1700 de jésuites qui écrivaient au gouvernement, à l'État ou à l'armée pour dire « Les Inuits habitent le territoire. Les rivières le long du fleuve, il y a plein de familles, il y a plein de clans, et l'hiver, ils retournent en terre dans les territoires et reviennent au printemps et l'été, ainsi de suite. » Un beau cycle. Et c'était comme ça. Et aujourd'hui, on le fait de façon plus moderne. Je suis partie de Québec pour vous là, ce matin. Alors, le nomadisme est encore là et nous sommes encore très, très, très vivants. On n'est pas un dernier peuple, on est un peuple fier. OK, mais autrement dit, ça a été un immense malentendu. Parce qu'évidemment, les Français n'arrivaient pas ici avec des volontés pacifiques et seulement missionnaires. Non, il y avait un esprit aussi des alliances économiques qui se sont faites jusqu'en 1801. Il y a eu des alliances militaires aussi entre les Anglais, les Français, les Inuits plus avec les Français. Et une fois que la chute de la peau de castor n'était plus très, très in en Europe, pouf, on avait moins besoin de nous. Et là commence un esprit de, je le vois plus là, de coloniser, où là, on va parquer les sauvages à des endroits bien précis. Et là, je saute vite dans l'histoire autochtone, mais on commence à les amener à des endroits bien précis. Pour la nation Innu, Pessamit va être un endroit, Berzémis, là, près de Bécomo, un endroit très stratégique, donc la réserve est grande, grande, grande. On va amener des gens qui sont experts dans comment l'agriculture, cultiver, puis traire les vaches, et ainsi de suite. Et Kahnawake est une autre communauté comme ça, où le Canada a ciblé puis essayé de pousser tout le monde à la même place. Alors, demander à un Innu de traire son orignal ou son caribou, c'est impossible. Alors, une vache, c'est un échec total. Donc, on crée des réserves en 1854-1869. Et là, pouf, le gouvernement dit « Hey, on vient de mettre des sauvages dans des réserves, mais on les a jamais déterminés à savoir qui va l'être, qui ne l'est pas le sauvage. » Donc, on amène l'acte pour l'émancipation graduelle des sauvages en 1869. Je vais vous reprendre juste sur le mot « sauvage », justement. Ça. Pourquoi? Bien, ma compréhension de la tradition orale jusqu'à aujourd'hui, ou dans les lectures qu'on peut faire, ou à l'école, à l'université, ce qu'on nous enseigne, nous étions un sous-peuple pour les gens d'ailleurs. Nous étions sauvages. Parce que vous n'étiez pas chrétien, parce que vous n'étiez pas notamment européen? L'habillement, la culture, la spiritualité et bien des choses. Alors, rappelons-nous que nous avons aidé ces gens qui étaient en mode de survie à vivre sur le territoire et qu'en 2016, la plupart des peuples autochtones au Canada, c'est pas en Amérique du Nord, sommes en mode de survie. Puis ça, je trouve ça injuste. Oui. Alors, parmi ces sauvages, évidemment, je dis ça entre gros guillemets, mais c'est presque étouffant. Je veux les imaginer, OK, oui, merci. Oui, c'est ça. Je pense, parce qu'évidemment, je ne vous ai pas invité par hasard, à la condition des femmes. D'abord, peut-être replacer en quelques mots, est-ce que dans les nations elles-mêmes, entre eux, est-ce que les femmes avaient... elles aussi, étaient l'objet d'une ségrégation, d'un mépris? Entre nous? Oui. Oh non, 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 il y avait... Il n'y avait pas de sexisme chez les sauvages. Chez les super nations autochtones, j'ai posé ces questions-là comme féministe Innu québécoise. Là, je l'ai posé la question. Et on peut regarder dans les grandes familles iroquoiennes où la femme avait un rôle politique, ou militaire, ou spirituel très, très, très fort au sein du clan ou de la nation. Mère de clan, exemple, c'est elle qui décidait quand est-ce qu'on laissait partir les prisonniers, qui allait à la guerre, qui étaient les leaders, les porte-paroles, et ainsi de suite. Chez les Inuits, chez les Atikamekw, les Malicites, les familles nomades, donc algonquiennes, la femme avait un très, très grand rôle au sein de la famille, puis du clan et de la communauté. Ça, là, c'était là. Oui, on a perdu nos rôles, tant les hommes que les femmes, dans les deux grandes familles. On peut dire que c'est à certains égards dysfonctionnel, mais il y a ce désir-là, je vois, moi, depuis 20 ans, parce que c'était ma période, mais peut-être que c'était là avant, où des femmes vont prendre leur place et redire ou répéter à leurs conjoints et à leurs fils, reprenez votre place, chers hommes. Protégez-nous au lieu d'être les agresseurs.
Marchez à côté de nous lorsqu'on veut partir une entreprise ou se lancer en politique. Faites les choses avec nous pour l'éducation de nos enfants. Chantez, dansez ou faites les choses avec nous. Ça, je le vois. Et ce que j'ai trouvé magique, il y a 2 ans, bien, l'année passée, ma mère et moi, on est à un événement familial. 40 papas, 0 maman. Ah. Dans ma communauté. Alors, on a pris une photo. Moi, je l'ai gardée longtemps sur mon Facebook, tellement que j'étais fière de voir qu'aujourd'hui, en 2015 à l'époque, les pères reprennent leurs responsabilités. OK. Et donc, les femmes avaient l'initiative. Qu'est-ce qui a fait que ça a renversé? Est-ce que c'est vraiment la colonisation? Oui, oui, hein? Ça. On nous amène des lois ou des concepts OK. où l'homme est au pouvoir et la femme n'est pas au pouvoir, elle n'a pas sa place au sein de la cellule familiale ou de la société. Donc, ça nous brise. Les effets des écoles résidentielles, ça nous brise. On en paie encore les coûts aujourd'hui. La loi sur les Indiens, en 1985, les femmes ne pouvaient pas se lancer en politique dans certaines communautés. C'est de mon vivant. C'est jeune, ça, là, dans l'histoire d'un peuple ou de la place des femmes sur la planète. Alors oui, ça a eu un effet et malheureusement, elle est encore là. Alors, faut jouer au hockey, il faut être très, très habile ou prendre sa place. Sinon, on ne nous la donnera pas. Et cette violence faite aux femmes, donc héritée probablement de ce sentiment sexiste polluant qui arrivait de l'autre côté de l'océan, ben, c'est ça que je comprends. Ça aboutit même à une négation, à une volonté de ne pas voir, on a l'impression. Hein? Je pense à la commission donc sur la violence faite aux femmes, qu'un gouvernement arrive à résister en disant, pourtant une commission, c'est pas bien méchant. On connaît le mot de Clémenceau qui disait, quand je veux enterrer un problème, je crée une commission. Donc, alors que nous, on veut faire sortir le problème avec cette commission. Mais comment se fait-il que c'est à ce point aveugle? C'est un mélange je pourrais vous dire, pour avoir travaillé à l'intérieur de la fonction publique et d'avoir milité à l'extérieur contre des politiques de différentes fonctions publiques, des fois, c'est tellement rendu généralisé. C'est un cancer ou c'est normalisé, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Alors, quand je disais, personne ne va le faire, le changement, si on ne le fait pas nous. J'ai pour mon dire que M. Harper, les 10 dernières années, l'ancien gouvernement conservateur, l'objectif, c'est on est tous et toutes pareils. Que tu sois autochtone ou de descendance africaine, tu peux pas être homosexuel, tu peux pas être autochtone, il faut que tu sois canadien. Puis il faut que tu fites dans ma boîte à moi, puis c'est comme ça que je l'ai vu, bien carré. Parfait. Alors, je pense que beaucoup de groupes, nous, les Autochtones aussi, on n'a pas été heureux là, dans les 10 dernières années. Puis bien d'autres gens, là, les chercheurs, les scientifiques, les femmes, et ainsi de suite. Alors, des fois, c'est des personnalités, mais elles ont été au pouvoir trop longtemps. Et là, il y a des dommages. C'est comment redéfaire cette fonction publique-là pour ouvrir ses œillères et dire, oui, maintenant, je dois faire un exercice de nation à nation. J'ai devant moi des gens incroyables et des gens autodidactes ou super instruits qui veulent aussi faire partie de l'agenda politique. Oui, surtout que si c'était, j'allais dire, qu'une maladie du Parti conservateur du Canada, ça irait. Oui. On pourrait donc s'en débarrasser à l'occasion des élections. Pouf, mais j'ai comme l'impression que cette perception-là du sauvage, en fait, etc. Il y a un mélange d'ailleurs d'agressivité puis de bons sentiments. C'est partagé par une majorité de Canadiens. Mais si on ne change pas l'histoire avec un grand H dans nos écoles autochtones, québécoises et canadiennes, et ça, tous les niveaux, mais de façon officielle cette fois-ci, pas parce que vous êtes super sympathique de parler de la question autochtone, je vous remercie, mais il n'y a personne qui vous l'a obligé. Alors, nos curriculums dans nos commissions scolaires, tant au Québec ou à l'extérieur, on n'est encore pas obligé. Oui, on commence à enseigner, mais de façon générale, alors que, tout à l'heure, on va avoir quelqu'un du Lac-Simon, d'avoir la couleur locale enseigner dans nos écoles et dans les écoles de Val-d'Or autour ou de Quévillon, les gens qui sont autour des communautés autochtones, et évidemment aussi avec quelque chose de général sur l'histoire autochtone au Canada. Ça, là, on va arrêter d'hypothéquer nos jeunes, ce qui veut dire que dans 20 et 30 ans, ceux et celles qui vont faire des politiques au Parlement, à Ottawa ou à Québec ou dans une municipalité, ils vont faire « Caroline, c'est du bon monde, on va travailler ensemble », au lieu de les juger
parce qu'on a grandi dans l'ignorance ou dans le racisme. On parlait donc de l'influence européenne tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a une influence du Sud aussi. C'est-à-dire, Hollywood. Mon Dieu! Les cow-boys et les Indiens. Ça, regardez, hein, c'est à nous de défaire ce préjugé-là. Moi, je suis pas arrivée ici avec mes plumes. Oui, un peu de duvet de manteau, là, mais de façon sincère, je pense qu'on est des Autochtones modernes, mais très, très, très fiers d'avoir aussi cette identité culturelle qui est dans l'ADN. Je ne crois pas, moi, que vous êtes arrivé avec une charrue tirée par un bœuf, là. Hein? Vous avez pris le métro ou une voiture. Donc, les sociétés évoluent. Donc, nous aussi, nous y avons droit, mais il reste qu'il y a une histoire qui est dans notre sang, qui date de près de 10 000 ans, qu'on ne peut pas, puis que moi, je ne veux pas tasser. OK. Autrement dit, ce que vous dites, c'est il faut non seulement déraciner le préjugé, mais il faut réécrire complètement. Puis faisons-le ensemble. Ben oui, c'est ça. Faisons-le ensemble. Mais c'est quel boulot? Ça va être le fun. Oui? Oh oui! Est-ce que, bon, je sais que vous étiez candidate pour le Parti libéral, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va faire semblant que vous n'êtes pas là-dedans. Je veux dire, est-ce que vraiment on peut attendre d'un gouvernement central fédéral qui a quand même eu pas mal aussi un mauvais passé pour lui, va véritablement changer le paysage, changer les perceptions? À lui seul, non. Non. Je suis sincère, peu importe le parti politique qui est à Ottawa, à lui seul, non. Le Québec a une responsabilité. Les universités, les collèges et les écoles secondaires ont des responsabilités. Je vous dirais même que le monde des affaires, le monde de la recherche et de l'innovation ou scientifique ont aussi des responsabilités. Et vous avez su récemment, l'année passée, je veux dire, ça fait déjà quelques mois, là, la Commission de vérité et de réconciliation déposait son rapport. À peu près 94 recommandations. C'est pas juste à Ottawa de faire l'exercice pour que vous et moi, on se comprenne mieux. C'est le monde des médias, comme vous faites. C'est important, puis c'est parfait comme ça, et ainsi de suite. Donc, tout le monde doit s'approprier les ordres des infirmiers, des médecins, des pharmaciens, et ainsi de suite. Tout le monde doit s'approprier des recommandations là-dessus et se dire, bon, ben moi aussi, je fais partie du changement. Ou je fais l'autruche. Donc, autrement dit, c'est pas un problème, comment je dirais, je vais prendre le langage des interculturels ou interethniques ou particularistes ou géographiquement enfermés dans précisément des réserves, mais qui sont pas territoriales, qui seront mentales. C'est un problème de société. Vous dites, c'est finalement toute l'histoire du Canada qu'il va falloir réécrire, c'est ça? Oui, il faut le faire. Sinon, nos enfants puis nos petits-enfants vont se pogner encore, puis ça va être malheureux. Oui, OK. Bon. Eh bien, écoutez, merci pour cette première entrevue. Je pense qu'on a dressé le portrait. Je dois vous dire que en préparant l'émission, j'ai failli, heureusement, il y avait le livre de Saul dont on parlera tout à l'heure, mais j'ai vraiment failli déprimer en me disant, mais mon Dieu, comment se fait-il, mais on en reparlera tout à l'heure, que toutes ces nations n'ont pas été plus agressives. Je me suis demandé ça. Alors, merci beaucoup et on se retrouve tout à l'heure. Je vais aller à la rencontre de M. Letourneau. Bonjour. On va passer à la deuxième partie de cette entrevue. Luc Letourneau, passionné par le monde de l'éducation et de la culture, vit au quotidien les réalités et les questionnements de la communauté algonquine du lac Simon. Il est responsable de la réussite et de l'avenir des 350 élèves de ces écoles. Très engagé sur le plan communautaire, cela l'a conduit à être président fondateur d'une OBNL à vocation culturelle, mais aussi président de la Société de développement de sa municipalité Saint-Pierre de la Rive-du-Sud. Monsieur Letourneau, première ou dernière nation, c'est toujours notre question. Vous avez écouté Madame Odette, on la retrouvera tout à l'heure dans la troisième partie. Quand on regarde votre bibliographie avec un ciseau, parce que le réalisateur vous a donné 45 secondes, on se dit, mon Dieu, c'est pas possible, tout ce qu'il arrive à faire. Mais je commence à comprendre, puisque vous avez une vie conjugale très ponctuée, comme on dit. Très longue. Non, mais pourquoi cette passion? Pour l'éducation? Pour l'éducation, pour les Premières Nations.
C'est quand même quelque chose. Vous savez, l'éducation, c'est le ciment, c'est la fondation d'une société. J'aime vous l'entendre dire. Et du moment où j'ai compris ça, j'ai décidé d'aller vers l'enseignement. Moi, j'étais un enseignant au secondaire et je suis devenu directeur d'école très jeune. J'avais 33 ans quand je suis devenu directeur de l'école, de 2 écoles en réalité, primaire et préscolaire, au Lac-Simon, tout près de Val-d'Or. Quand vous parliez de vie matrimoniale un peu ponctuée, c'est parce que ma femme habite à 10 heures de mon travail. Oh donc, on se voit une fois par mois, à peu près une fin de semaine par mois. Mais et c'est vraiment passionnant, vous savez. Puis la question que vous posez est extrêmement intéressante parce qu'on peut la voir de toutes sortes de façons. Hein. Quand vous dites premier ou dernier des peuples, la première chose que je me suis dite, j'espère qu'on n'abordera pas la question sous l'angle est-ce que ce sera pas le dernier peuple au sens dernière communauté à se tenir encore comme peuple ou peu importe, mais plutôt comme dernier de tous les peuples du Canada, par exemple, en termes socio-économiques, etc. Parce que c'est ce que j'entends souvent autour de moi. Ah ben, tu travailles chez les Indiens ou tu travailles chez les Autochtones ou peu importe. Pauvre toi, hein, c'est ce que j'entends souvent, très, très, très souvent. Ou qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Hein? Il y en a même qui m'ont demandé, est-ce que c'était une punition de ta commission scolaire ou... Alors que c'est un choix personnel, vraiment, d'y aller. Et c'est vraiment un grand bonheur. Je suis très heureux, vraiment, c'est ma 2e année scolaire. Là. Okay. C'est une commission scolaire autochtone? Pas du tout. Alors, non. Chez les Algonquins, en tout cas, là où je suis, il n'y a pas de commission scolaire. Okay. Les écoles relèvent directement du conseil de bande. Ah oui. Donc, moi, j'étais dans une commission scolaire blanche, publique, là, du Québec, mais j'ai fait le saut dans la direction au primaire, au Lac-Simon. Je m'excuse de vous poser cette question, oui. Elle n'est pas malicieuse. Pourquoi ils vous ont choisi? Pourquoi ils n'ont pas pris quelqu'un de leur gang? Parce que... Ah ben là, vous posez 2 questions. Oui. Pourquoi ils m'ont choisi? Ben parce que j'ai envoyé mon curriculum vitae. J'ose espérer que j'étais le meilleur candidat. Oui, mais je posais la question. La deuxième question, c'est parce que je suis le premier blanc directeur de ces écoles-là. Ah. Alors que la communauté du Lac-Simon a repris l'éducation en main depuis 1991. Ça a toujours été des personnes autochtones de la communauté ou d'autres communautés qui étaient à la tête des écoles. Malheureusement, actuellement, on a trouvé personne de la communauté qui avait la formation nécessaire pour être à la tête des écoles. OK. Mais leur souci, c'est quoi? C'est un souci j'allais dire, d'écuménisme, de dialogue, de peuple à peuple? Je n'irai pas jusque-là. Je pense que le premier souci, c'est donner un avenir aux enfants du Lac-Simon par l'éducation. OK. Et pour ça, il faut avoir, je pense, les personnes les plus compétentes en place, peu importe l'origine. Alors, si c'est une personne autochtone, c'est une personne autochtone. Si c'est un allochtone, c'est un allochtone, puis c'est tout. Hein? En préparant l'entrevue tout à l'heure, j'ai fait allusion à la revanche des berceaux et j'ai découvert donc, à partir de la préparation de cette émission, qu'il n'y avait pas que chez les francophones, comme on dit, qu'il y avait une revanche des berceaux. Il y a une multiplication des naissances, on en reparlera aussi, parce que ça a des effets très importants. Très importants. Et moi, comme directeur, ça a un effet extrêmement grand dans ma planification. Bien, je comprends. Parce que, par exemple, au primaire et puis au préscolaire, actuellement, je n'ai plus de place. Ah. Il a fallu l'an passé que je prenne la décision avec le conseil d'envoyer les 5e, 6e années du primaire au secondaire parce qu'on n'avait plus de place à l'école. Ah. Et là, pour l'an prochain, avec toutes les naissances qu'on a eues dans les dernières années, parce que c'est une moyenne de entre 75 et 100 naissances par année, alors, pour une petite communauté, vous imaginez que quand on les accueille à 4 ans, bien, ça prend pas de temps qu'ils arrivent à l'école. Là, 4 ans, c'est vite passé. Oui. Donc, pour l'an prochain, il me manque beaucoup de locaux. Là. Okay. Je n'ai pas de locaux du tout. Et il y a un refus catégorique du fédéral à chaque fois qu'on fait une demande, évidemment. Oui, mais là, ils ont changé de gouvernement. Ah, Mme Odette est contente. Elle a maintenant, il faudra joindre... dans un certain sens, mais quand même... On verra si les paroles n'étaient que des paroles. Oui. En préparant cette émission aussi, j'ai constaté que j'avais une drôle de perception. Qu'on avait l'impression, quand on avait les fameux rapports Québec fédéral, mais c'est vrai pour toutes les provinces, que ça se situait à l'horizontale sur la carte canadienne. C'est-à-dire, c'était d'est en ouest que le problème se posait. Et puis là, je découvre ce qu'on appelle la nordicité chez les snobs, là. Mais c'est ça. Finalement, c'est une querelle nord-sud.
Oui, peut-être, mais peut-être qu'il y a une plus grande concentration au nord, effectivement. Oui, c'est ça. Moi, je viens davantage du sud, en effet. Oui. Mais les Premières Nations vivent dans la nordicité au niveau de la culture, de la gouvernance, etc. On les retrouve peut-être plus nombreux là-bas, et ça, c'est une surprise pour moi qui suis du sud, effectivement. Quand je suis arrivé, moi, je ne suis pas du tout de l'Abitibi, alors quand je suis arrivé en Abitibi il y a 14 mois maintenant, j'étais tout surpris de voir à quel point il y avait autant d'Autochtones dans la région. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner quand on parle de peuple, etc. Vous savez que d'ici quelques années, 50 de la population de la ville de Val-d'Or, là, on ne parle pas de communauté autochtone ou de réserve comme le nom juridique le veut, là. La ville de Val-d'Or, d'ici quelques années, on prévoit, et très peu de temps, là, 50 de la population sera d'origine autochtone. Et c'est la même réalité à Sept-Îles, c'est la même réalité dans plusieurs villes quand même importantes du Québec, qui sont à proximité ou de zones, je dirais, traditionnellement, on s'entend depuis 50 ans, là, ou 100 ans, où il y a davantage de concentration autochtone. Mais pour nous qui sommes davantage du Sud, comme je vous disais, moi je suis originaire de Contrecœur, près de Sorel, puis j'habite dans la région de Montmagny. On n'en voit à peu près pas. Moi, à l'école, je n'ai jamais côtoyé de personnes de descendance autochtone, ou s'ils l'étaient, ils étaient tellement métissés qu'on ne le savait pas. Alors qu'on arrive à Val-d'Or et partout, partout, on voit des gens autochtones. Et ça, pour les gens qui sont davantage montréalo-centrés, on va dire, là, c'est une réalité qui n'existe pas pour eux. Là. Et pourtant, elle est très présente au Québec, cette réalité-là. Mais moi, je dirais, comme Desjardins a dit, le peuple invisible, je trouvais que c'était exactement ça. À moins d'être vraiment physiquement là, c'est comme si cette communauté-là évoluait en façon parallèle. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peuple invisible parce qu'il est intégré, assimilé, mangé, canadianisé, je ne sais pas comment on peut dire? Est-ce que la politique d'assimilation, le colonialisme jusqu'au bout, a eu son efficacité? Ou est-ce que c'est un peuple invisible parce qu'on ne le reconnaît pas, mais qui va petit à petit, même par la démographie, se retrouver en situation de visibilité sociale? Je pense que c'est subtil pas subtil, mais je veux dire complexe comme réalité. Et puis, c'est certainement pas la première option que vous donnez, à mon avis. Moi, je pense que pendant des années et des années et des années, on a fait en sorte, à travers les médias, à travers les livres d'histoire, à travers toutes sortes de... Moi, j'ai enseigné l'histoire au secondaire. Il y a un volet dans le programme officiel du ministère du Québec, Premier Peuple ou Amérindien, appelez ça comme vous voulez. Là. C'est au début de l'année, en secondaire 3. Et puis, moi, je sais que mes collègues, souvent, disaient « Bon, on n'a pas le choix, il faut en parler. » Ils étaient là au début. Mais tellement que moi, quand je l'ai enseigné, parce que je n'étais pas formé en histoire au départ, alors j'ai étudié la question. Et c'est là que j'avais découvert pour la première fois qu'il y avait encore des Autochtones au Québec. Et pas juste dans les magasins du souvenir à Wendake, là, tu sais, il y en avait ailleurs aussi. Là. Alors, ça a été une révélation pour moi, d'abord. Et de voir que les langues autochtones sont encore parlées par plusieurs personnes. Ça, c'est extrêmement surprenant pour moi. Vous voyez, j'ai fait un cours d'algonquin à l'université l'année dernière, à l'UQAT, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et j'ai découvert, moi je suis un prof de français au départ, donc la langue c'est quelque chose d'important pour moi, j'ai découvert la richesse, je dirais, des verbes, des noms, du système linguistique. On ne peut même pas appeler ça des verbes ou des noms, parce que les couleurs, par exemple, sont des verbes. Alors, c'est impensable pour nous. C'est d'ailleurs très difficile à apprendre comme langue pour nous qui sommes de descendance indo-européenne sur le plan linguistique. Là. Mais c'est une richesse incroyable. Et de découvrir que c'est encore parlé, moi je regarde au Lac-Simon, toutes les personnes qui ont 40 ans et plus parlent couramment l'Anishinaabe, qui est la langue traditionnelle. Là. Qui sait ça au Québec? Et c'est dans ce sens-là que je parle d'invisibilité. C'est peut-être une méconnaissance. C'est dû à quoi? Bien, je pense justement parce qu'on ne l'enseigne pas, on ne le présente. Puis quand on présente les Autochtones ou la réalité autochtone à la télévision, c'est justement pour parler des femmes disparues, c'est pour parler, encore dans le journal hier, que c'est... l'alcool, la pauvreté... C'est eux autres qui occupent 25 des prisons du Québec, etc. Oui, c'est ça. Alors, on dirait qu'on vient gonfler encore davantage la pensée, je dirais, populaire sur la question autochtone, alors que c'est tellement, non seulement superficiel, mais
tellement incomplet puis tellement préjudiciable à ce qu'ils sont. Oui, oui. Et, ceci dit, je constatais, j'ai vu ça plusieurs fois, vous qui êtes dans l'éducation, que les crédits pour un moyen pour l'éducation d'un enfant autochtone sont inférieurs aux crédits moyens d'un enfant canadien, entre guillemets. Presque la moitié. Et c'est Et, insensé. et la loi est bien faite entre guillemets, bien sûr, pour les législateurs, et surtout pour ceux qui tiennent les cordeaux de la bourse, c'est que, dans le fond, les écoles sur les communautés autochtones sont considérées comme des écoles privées de juridiction fédérale. Donc, comme toute école privée, bien, le gouvernement ne les subventionne qu'à 50 ou 60 %. Ah, OK. Mais ils ne sont pas des écoles privées. En réalité, ils appartiennent à personne, sinon qu'au conseil. Mais le conseil n'a aucun revenu, là, sinon que les subventions, etc., il y a toutes sortes de revenus mais qui viennent du fédéral, mais il n'y a aucun revenu autonome dans plusieurs des communautés ou des petits revenus, des fois, de commerce et encore là, dans certaines communautés. Alors, je regarde au Lac-Simon, il n'y a à peu près aucun revenu autonome. Tous les revenus viennent des subsides fédéraux, là. Okay. Donc, d'appeler ça une école privée, c'est un non-sens. OK. Alors, c'est ça aussi, on constate ça qu'au fil des siècles, Johnson appelle ça de la finasserie. C'est tout à fait ça. On fait une loi, mais on fait tout ce qu'il faut pour la détourner dans son application. On fait des beaux discours et des bons sentiments, mais on les prostitue ensuite dans la réalité. Ceci dit, j'ai découvert, et j'avais pas besoin de ça pour ne pas culpabiliser, mais le Québec a été moins fautif, semble-t-il. Je pense à la paix des Braves en 75 pour la baie James. Je pense également à la Convention de la baie James, je veux dire, puis la paix des Braves avec Landry. Là. Il y a eu une négociation qui a semblé être plus de bonne foi, disons. Encore que, bien entendu, le problème de la reconnaissance de la possession des terres en particulier. Mais il semble que, est-ce que vous sentez ça? Est-ce que dans ces communautés-là, on a beaucoup de rancœur, de difficultés à assumer la gouvernance québécoise, ou est-ce que c'est plus large que ça? C'est-à-dire que moi, ce que je vois, puis j'ai la chance de siéger à une rencontre presque hebdomadaire des directeurs. Alors, c'est tous les directeurs de secteur du Lac-Simon, donc autant l'habitation, la santé, travaux publics, etc. Et quand les élections fédérales s'en venaient l'année dernière, je leur demandais comme ça, bien, vous, est-ce que vous considérez québécois? Est-ce que vous considérez canadien? Ils ont dit ni un ni l'autre. Moi, je suis un Anishinaabe, un Algonquin, dans le fond. Et en creusant un petit peu, je me suis aperçu, évidemment, que le rapport est davantage avec le fédéral parce que presque tout ce qui se passe, les lois, les subventions, sauf quelques programmes là, qui viennent du Québec, presque tout vient du fédéral. Donc, honnêtement, depuis 14 mois, j'ai presque jamais entendu parler ni positivement ni négativement là, du Québec. Là, Du Québec. Mais en fait, je voulais dire, le Québec, lui aussi, a un problème d'identité collective. Hein. Il est à la recherche de sa souveraineté sur lui-même, sa perception de son identité collective, de la même façon que les premiers peuples, dans une certaine mesure. Donc, il y a là une possibilité pour un terrain d'entente, non? De dialogue. Je dirais, et ça m'ouvre pour moi la question culturelle. Parce que moi, je suis très attaché à la langue française, qui est une langue en voie de disparition en Amérique. Et moi, avant d'arriver dans une communauté autochtone, j'étais un fier militant de la langue française dans toutes les institutions québécoises, etc. Et là, je m'aperçois que le même problème est vécu, mais avec, je dirais, comment je vois ça, une réalité tellement plus grave chez les langues autochtones. Alors moi, dans mon amour des langues puis dans mon amour des cultures, bien, j'ai décidé de donner un petit coup de pouce, dans le fond, à la communauté en disant, écoutez, on va tout faire à l'école pour essayer de... On ne peut pas sauver une langue. L'école ne peut pas faire ça. C'est la communauté qui peut le faire. C'est la famille. L'école peut faire son bout de chemin. Donc, effectivement, on parle de cours de langue et culture à l'école qui étaient déjà en place, mais moi, je les ai bonifiés. J'ai aussi mis en place 15 demi-journées culturelles dans l'année où les enfants sont libérés de cours pour aller dans la communauté, où les gens de la communauté les prennent en charge pour faire des activités culturelles traditionnelles avec eux. On met énormément l'accent, en tout cas moi je trouve ça extrêmement important,
de mettre l'accent sur toute la question culturelle et la question de la langue. Pour une raison très simple, il y a quelqu'un dans la communauté qui m'a expliqué quand je suis arrivé que toutes les études qui ont été faites ont démontré que pour qu'une communauté se sorte, je dirais, de ses problèmes sociaux, sans extrapoler là-dessus, là, il y a 3 recettes miracles, on va dire. Reprendre son territoire, reprendre sa culture, puis sa langue. Moi, le territoire, j'ai rien à faire par rapport à ça. Comme directeur d'école, là, même si je voulais, j'ai absolument aucun contrôle là-dessus. Mais la culture puis la langue, oui. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, bien, si c'est des recettes gagnantes, bien, mettons-les de l'avant. Ça, on a un contrôle là-dessus. Puis par ailleurs, bien, je m'organise depuis que je suis là pour tenter le mieux possible d'améliorer aussi toute la question pédagogique, parce qu'on a souvent eu tendance à croire que parce que c'était des Autochtones, on pouvait prendre un enseignement de moins bonne qualité. C'est pas grave. De toute façon, s'ils se rendent en secondaire 1 ou 2, c'est beau. Ça fait que c'est pas important, même si on n'a pas un enseignement de qualité. Donc, même si on ne suit pas le curriculum, c'est pas bien grave. Même si on... Alors que moi, je veux briser ce cycle-là en disant... Puis je dis souvent aux parents, est-ce que vos enfants méritent la même chose que les enfants d'un Blanc? Ils me disent toujours oui, évidemment. Alors, c'est pour ça que maintenant, il y a des règles. Maintenant, on fonctionne de cette façon-là. Reprendre le territoire, la culture, la langue, ça va être... Vous avez mis le décor pour la 3e partie. Alors, merci beaucoup, M. Letourneau. On va se diriger vers la table centrale pour rejoindre Mme Audette qui nous a écoutés avec beaucoup de réactions que je regardais de loin. Merci beaucoup. Merci. Pour nous soumettre vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site Internet ou notre page Facebook pour des suggestions de lecture en lien avec le sujet de l'émission et pour des séquences vidéo inédites. Alors, nous voilà de retour pour la synthèse finale. Merci, M. Letourneau, merci, Mme Audette, donc, de participer à cette émission. On va essayer de dégager des perspectives, bien qu'il y aurait encore d'immenses raisons de se lamenter, si j'ose dire. La situation est vraiment très, très préoccupante. Mais il semblerait, ça fait partie aussi de la documentation que j'ai réunie, qu'il y ait, on parlait de retour des berceaux tout à l'heure, qu'il y ait un grand retour. Johnson parle de grand retour, autrement dit, et il dit ça commence par la démographie. Il semble que les premiers peuples ont retrouvé le goût de faire des enfants, ce qui est un sens aigu de l'histoire et de la vie, finalement, de la vie collective. Quand on voit Idle No More, notamment, quand on voit aussi des avocats, des médecins, qui ont d'ailleurs du mal à garder leur statut, hein, on le disait tout à l'heure, on les libère de leur statut d'Indien, mon Dieu, c'est épouvantable. Est-ce que c'est un signe d'espoir? Bien, je vous dirais que pour ma part, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je vois des gens, tant au niveau des familles, où là, on a perdu toutes les habiletés parentales. Je pense que vous devez le voir à l'école quotidiennement. C'est pas évident. De voir aujourd'hui cette volonté-là de dire c'est assez pour moi d'être en mode de survie, je passe à l'action pour une guérison personnelle, mais aussi une guérison collective, donc on parle d'une communauté. Ça, il y a des succès là, à travers le Canada, même ici au Québec. Alors moi, ça, c'est de l'espoir. Quand je regarde nos enfants aussi, les yeux qui brillent, qui n'ont pas demandé à avoir des parents dans la toxicomanie, qui n'ont pas demandé l'agression sexuelle ou la difficulté d'avoir accès à une école avec des bons programmes, et ainsi de suite, parce que la liste est longue, mais de voir l'espoir dans ce regard-là et de dire que nous sommes plusieurs à y croire qu'il faut changer. Moi, là, ça me fait vibrer de tout bord. Et je vous dirais que c'est ce qui m'anime le matin quand je me réveille. Bon. Avez-vous le même sentiment en tant que directeur d'école, alors qu'on vous coupe la moitié de votre budget par rapport à un directeur d'école québécois ordinaire? Bien, il faut savoir qu'on soit directeur d'école au Québec ou dans une communauté autochtone, c'est difficile. Et il y a des coupures qui font mal partout. Alors, je veux pas rendre ma situation encore plus dramatique. Là, et puis, ça ne serait pas rendre justice à ce que je vis non plus. Parce qu'effectivement, c'est extrêmement intéressant.
Moi, j'ai du plaisir. Je me pose pas la question le soir, est-ce que je vais m'ennuyer demain? Je m'ennuie jamais. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, je me suis jamais ennuyé, peu importe ce que je faisais, là, mais... et travailler dans un milieu comme celui-là qui est en effervescence tout le temps, on a toujours des petites crises, des petits problèmes, c'est sûr, mais ça rend la chose vivante aussi. Alors ça, c'est une première chose. Là où moi, je voudrais plus aller, c'est de dire, justement, je pense que les chiffres le démontrent, il y a un réveil, je dirais, de la nation autochtone, même si c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas... des premiers peuples. Est-ce que, collectivement, comme société, est-ce qu'on est capable d'assumer ça? Est-ce qu'on est capable de le voir ou d'agir avant de réagir, puis de voir ça aussi d'un bon œil? Et si on continue, je dirais, la tête dans le sable en disant c'est des gens de second degré ou second ordre. C'est pas grave, eux autres, qui vivent dans des maisons insalubres. C'est pas grave, eux autres, qu'on leur coupe l'hydro tout l'été parce qu'ils payent pas. C'est pas grave, eux autres, parce que ça, on coupe l'hydro en passant. Ceux qui pensent que tout est gratuit pour les premiers peuples. Merci. C'est pas vrai du tout en passant. Alors ça, c'est pas grave, c'est juste eux autres. Bien, à un moment donné, on va se réveiller puis on va dire, oh, ben là, il va falloir en tenir compte. Mais le problème n'aura jamais été résolu. On n'aura jamais donné des conditions de vie qui sont décentes à ces gens-là, parce qu'on a créé le problème de toute pièce. Puis après ça, on dit, bien, il faudrait que ces gens-là se sortent du trou, puis il faudrait qu'ils se prennent en main. Moi, ça, j'entends ça souvent. Ils ont juste à se prendre en main. Ben oui, mais moi, j'ai eu la chance, deux aînés de la communauté du Lac-Simon, quand je suis devenu directeur, ça faisait 1 semaine ou 2 que j'étais là. Ils ont pris rendez-vous avec moi, puis ils ont dit, on voudrait t'expliquer c'est quoi la réalité des pensionnats. Eux autres, c'était Puis vous étiez nouveau? Moi, j'étais nouveau. Okay. Je venais d'arriver, ça fait 2 semaines que j'étais là. Je connaissais pas l'Abitibi, je connaissais même pas les écoles autochtones, les pensionnats autochtones. J'avais jamais entendu parler de ça. Okay. Et là, ils m'ont raconté ce qu'ils ont vécu là pendant des années, comment la police allait les chercher dans le bois pour les ramener de force à l'école. Puis bon. Et après ça, nous, on voudrait dire, bien, prenez-vous en main. Ben oui, mais on a tout brisé, on leur a coupé les mains. Ce qui était socialement normal dans leur collectivité. Puis on dit, ben oui, mais comment ça qu'ils n'ont pas d'habilité parentale? Ben oui, mais on leur a tout enlevé, ce qui était possible. On les a déresponsabilisés au coton. Puis après ça, on dit, allez, on va vous donner tout ce que vous voulez, mais à cette heure, prenez-vous en main. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a personne d'intelligent sur la planète à qui on va dire ça, qui va dire, bien, c'est sûr que ça va réussir. Voyons donc, c'est impossible que ça réussisse. Alors peut-être le premier dossier, c'est qui vous préoccupe, puisque vous avez franchi la barrière de la candidature électorale pour ça, c'est la violence faite aux femmes, qui était non seulement méconnue, cachée, mais niée, complètement niée. C'est comme si ça n'existait pas. Pas d'enquête de police, rien, bon... là, ça y est, il semble que Mme Bennett, au gouvernement fédéral, pousse pour qu'il y ait vraiment des sessions de cette commission d'enquête et que ça aboutisse à quelque chose. Est-ce que ça va être un premier pas? Oui, c'est un premier pas, parce que ça fait 10 ans qu'on nous fait la sourde oreille. C'est depuis 2001 quand même qu'on revendique une enquête là, ou une commission ou faire bouger là, sur les crimes en série ou les meurtres en série, pardon. Et 10 ans de temps, nous dire, ben non, c'est la police qui va s'occuper de ça. Et ce que j'ai bien aimé, Mme Bennett était à l'opposition, qui était responsable de la question autochtone pour le Parti libéral à l'opposition. Alors, elle a pris beaucoup d'engagement à cette époque-là, qui fait qu'aujourd'hui, elle doit les respecter, dont une enquête. Mais je vous dirais que l'enquête, pour moi, c'est pas assez. Si on mettait en œuvre toutes les recommandations du rapport de vérité et de réconciliation sur les écoles résidentielles, je vous dirais, dans 5-10 ans, on n'aurait même pas besoin d'enquête sur les femmes assassinées et disparues. Mais là, étant donné que personne encore officialise son implication pour le rapport des recommandations, l'enquête est très, très, très importante. Mais c'est une action parmi plein d'actions. Moi, je pense que ça commence dans nos familles, dans nos écoles. Puis ça, vous faites un travail remarquable. Je vous écoutais attentivement, puis je fais « Hein, il sort d'où, lui? Il en faut plus des Monsieur Les Tourneaux comme ça. » Parce que ce sont les Québécois qui nous ont fait avancer les causes de femmes autochtones, des Québécoises et des Québécois. Ce sont des Canadiens et des Canadiennes qui nous ont fait changer des lois à Ottawa. Et si des Autochtones ont osé faire ce que j'ai fait, moi, sauter dans l'arène politique, je me suis fait enlever pas mal de plumes. Moi, je peux le dire, ça. Je n'ai perdu des plumes. Sauf que je savais qu'à l'intérieur, s'il n'y a personne du milieu autochtone ne se rend pas à Ottawa,
c'est difficile de dire à un Québécois ou un Canadien « fais-le pour moi », alors que lui a d'autres enjeux, il a une histoire, une ADN différente. Fait que je vous dirais, l'enquête est importante, mais l'enseignement dans nos écoles, l'identité culturelle, nos langues autochtones, notre spiritualité, il y a beaucoup d'aspects qu'on doit travailler. Et je vous dirais, je préfère dire promotion à la non-violence que lutter contre la violence. On parlait tout à l'heure de préjugés, mais on sait que chez les gens qui ont été colonisés, envahis, c'est pas seulement le territoire qui a été envahi, c'est la tête, c'est le cœur, c'est le corps. Les 5 sens. Oui, c'est ça. Et par conséquent, on sait qu'un opprimé, ce qu'on appelle un opprimé, c'est pas forcément quelqu'un qui a été directement brutalisé, mais c'est quelqu'un qui pense comme son oppresseur et donc qui résiste pas. Qu'est-ce qui fait que ça résiste effectivement? On découvre avec vous qu'il y a un grand réveil, un grand retour, alors que ça aurait pu être la décadence. Mais si vous me permettez, culturellement, là, on parle de société, pas juste autochtone. Là, En 1960, les Indiens, ça c'est le mot de la loi sur les Indiens là, qu'on donnait au peuple autochtone, n'avaient pas le droit d'être plus que 10 regroupés autour d'une table. Le gouvernement nous mettait en prison si on était plus que 10. Donc, toutes nos traditions, les gens vont dire les powwows, mais nos événements de rassemblement, banquets, exactement, les mots-couchants, mais ainsi de suite, on se faisait emprisonner. Donc, on a eu le droit, à partir de 1961, d'organiser, d'avoir des groupes, donc l'Assemblée des chefs, Femmes autochtones du Québec, Femmes autochtones du Canada, et ainsi de suite. C'est récent, là, en termes de peuple, de pouvoir se mobiliser, puis après ça, de dire il faut qu'on comprenne le jargon d'Ottawa et de Québec, il faut qu'on comprenne comment ces gens réfléchissent pour pouvoir arriver à ce qu'on a aujourd'hui, une commission d'enquête, un rapport sur les écoles résidentielles, des tribunaux. On gagne ces temps-ci devant les tribunaux. Oui, j'ai constaté ça beaucoup, oui. Il ne faut pas lâcher, mais c'est coûteux. C'est coûteux financièrement, mais physiquement et émotionnellement, c'est très coûteux. long. Oui. Faut être patient. Il y a de l'espoir. Vous posez la question comment ça se fait que c'est quand même possible, mais il faut comprendre l'histoire des communautés autochtones. Par exemple, vous parliez de la nordicité tout à l'heure. Le Lac-Simon, c'est 1962, là, officiellement, donc c'est tout récent. Et justement, les aînés m'expliquaient que l'histoire du Lac-Simon, pour faire ça très, très rapidement, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement a dit, bien, tous les Autochtones qui sont sur ce territoire-là, puis là, on a pris une carte, puis on a fait un grand rectangle, sont maintenant des Algonquins dans la communauté du Lac-Simon. Sauf que c'est des nomades qui étaient à la chasse. Alors, au Lac-Simon, on s'est retrouvé avec une majorité d'Algonquins, mais aussi beaucoup de Cris, des Atikamekw, etc., qui étaient là pour la chasse. Et là, vous n'avez pas le choix, c'est là qu'on vous enregistre, c'est là que vous devenez automatiquement. Alors, imaginez, bien, c'est ce que les colonisateurs ont fait en Afrique. Hein, ils ont divisé la carte et pour être sûr, la carte des frontières. Pour être sûr qu'il y ait le plus de peuples mélangés possible pour que ce soit impossible à ce qu'il y ait une révolte parce qu'il n'y avait pas un peuple majoritaire. Alors, moi, je fais le lien qui est très facile à faire. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des clans, effectivement, c'était des clans qui se ramassent tous ensemble, puis on dit maintenant, vous êtes une communauté, vous vivez là, puis vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas sortir de cette frontière-là qui est 1 km², hein, la communauté du Lac-Simon, entre autres. Là. Si vous allez voir officiellement, c'est 1 km². C'est sûr qu'il y a des terres autour, mais donc, quand on part de cette idée-là, bien, on se dit, bien, c'est normal qu'il n'y ait pas eu de révolte avant, parce que c'était impossible, même, je dirais, humainement parlant, parce que ceux qui se ramassaient là ne se connaissaient à peu près pas, puis il n'y avait pas d'histoire commune ensemble. On a beau dire que c'est un peuple qui est là depuis 10 000 ans, mais il n'était pas au Lac-Simon depuis 10 000 ans, là. Puis ils n'étaient pas ensemble. C'était sur un territoire. Donc, effectivement, on dit qu'il n'y a pas eu de réveil avant, oui, mais il commence là, à se créer un sentiment vraiment communautaire, parce que jusque-là, c'était des familles ensemble qui n'avaient pas le choix d'être ensemble. Là. OK. Vu de Montréal, c'est vraiment assez compliqué, j'ai l'impression. Bon. Mais oui, parce que le Sud, c'est l'implantation, c'est l'enracinement, c'est les fondations, ça dit bien ce que ça veut dire. Et puis là, on a tout autour, dans la nordicité, une espèce de constellation. C'est très riche quand on y pense culturellement, c'est très fort.
mais on voit qu'il y a un colonisateur central qui vraiment trace des frontières au cordeau, vous dit votre place et encore, vous exclut des communautés si vous vous mariez avec un non-autochtone, bon, et ainsi de suite. Quelle patience! Bien, je ne vous dirais pas combien de burn-out que j'ai fait, Oui. les autres militants et militantes, ou de dépression, mais regardez, il y a cette résilience là, chez les peuples autochtones, vous Oui. devez la voir à tous les jours, qui est, je pense, une de nos forces. L'humour, le sens de l'humour aussi, le lâcher-prise. Si on commençait à toujours... Oui, on a des gens qui vivent encore dans le passé, Dans la et je nostalgie, comprends. dans le regret. Mais oui, alors que d'autres vont nous enseigner, OK, regarde en avant maintenant. Regarde en avant. Tu n'as même plus le contrôle de en arrière, mais assure-toi de ne plus refaire les mêmes choses. Alors, l'enseignement qu'on nous donne, nos beaux-parents, d'ailleurs, j'ai ma belle-mère avec moi, tu sais, elle a connu les écoles résidentielles, ma mère qui a connu elle aussi. Donc, ce sont des gens qui nous disent, ne retourne pas là. Tu as cette chance-là. Alors, quand on le comprend, là, puis on est plusieurs à le comprendre, on est des milliers à le comprendre, ça fait du bien. Tu te dis, enfin, on avance au lieu de reculer. Mais ça peut être déprimant. Mais je veux pas que les gens vivent sur le « Ah, pauvres autres ». Ça, je veux pas ça. Puis Non, je veux non, pas... c'est pas les bons sentiments. C'est ça. Puis j'entends beaucoup de gens, « Madame Audet, je me sens coupable de ce que mon... » Non! Ramons ensemble pour aujourd'hui et demain au lieu de vivre sur le « Ah, Colin, qu'est-ce qui s'est passé? » Dans son livre Le Grand Retour, qui est un livre de colère, John Saul, qui est pourtant le compagnon de l'ancienne gouverneure générale, qui est donc un Canadien au sens fédéraliste du mot, hein, dit qu'il faut même refonder le Canada. Là, c'est pas juste un travail particulier sur l'histoire d'un peuple ignoré ou de plusieurs peuples ignorés, c'est une réécriture. Il faut refonder le mythe, se dit-il, carrément le mythe, c'est-à-dire l'histoire de l'action de la société canadienne sur elle-même. Vous y croyez? Vous savez, refonder, on peut le dire, c'est des mots, hein? Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve ça intéressant ce que Mme Audette vient de dire quand elle dit qu'il faut regarder vers l'avant. Mais je dirais que c'est vrai pour tout le monde. Hein? C'est vrai aussi pour ce qu'on appelle les Québécois. Puis, bon, il faut regarder aussi vers l'avant. Et ça va passer par les jeunes qui vont justement prendre conscience de leur héritage, mais pas juste l'héritage négatif. Là, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Je pense que c'est là comme une blessure, mais comme n'importe quelle blessure, ça permet de comprendre des choses, puis d'aller plus loin, puis de dire, bon, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Mais aussi par les jeunes qui vont dire, bien, on a tout un héritage extraordinaire sur le plan culturel, sur le plan de la médecine traditionnelle, c'est le cas de le dire, mais pour nous, c'est traditionnel, mais pour eux, c'est tout à fait actuel. Certains de mes collègues là, qui sont autochtones, pour eux, ils rentrent dans mon bureau, j'ai des petits bouts de bois, puis « Ah, ça, c'est un médicament, ça, c'est ici. » C'est très, très concret pour eux, puis actuel. Là. Ouais. Alors, ça va passer par ça. Et ça va passer aussi, je pense, par... Tu sais, on a parlé de réconciliation, puis tout ça. Ça encore, c'est assez... c'est bien, puis il fallait le faire. Mais concrètement, je regarde, moi, les aînés, par exemple, avec Simon, plusieurs refusent encore le tambour, refusent un paquet de choses traditionnelles de leur culture parce qu'ils ont intégré au pensionnat que c'était satanique, que c'était mauvais, etc., et refusent que ça soit transmis. Et moi, je me dis, c'est les jeunes là, qui vont être capables de... Nous, les Blancs, je pense qu'on ne peut rien faire pour ça. Mais les Blancs, pas les Blancs, mais les jeunes qui vont prendre conscience de l'importance de ça, qui vont être capables de convaincre leur coucoum, leur mouchoum, leur grand-mère, leur grand-père, bien, c'est important, cette culture-là. Puis avant de fermer les yeux pour la dernière fois, j'aimerais ça avoir eu un peu de ça. Dernier mot? Écoutez, merci beaucoup parce que c'est toujours intéressant de voir que des Québécois et Québécoises, donc on parle de Québécois ici, là, qui rament avec nous. Puis ça, là, ça fait de vous de bons ambassadeurs. Merci, Mme Audette. Bonne chance aux prochaines élections fédérales. Mais je sais que d'ici là, vous avez du boulot, largement du pain sur la planche, comme on dit. Merci, M. Letourneau. Bon retour en Abitibi-Témiscamingue et au bord du lac Simon. Nous allons poursuivre tout à l'heure sur le site La Toile, 10 minutes pour des solutions collectives et individuelles un peu plus concrètes. Quelques mots de la bibliographie d'un honnête homme au sens 16e siècle, n'est-ce pas? Mais je suis honnête aussi au sens du 20e, j'espère. C'est des livres que j'ai lus, qui sont dans ma bibliothèque et non pas sortis directement de l'éditeur et de son service de presse, mais relativement récents. Ma femme est artiste.
Alors ça aussi, on a parlé de l'éducation, mais l'éducation par l'art. Art des Indiens d'Amérique du Nord, David Penney, aux éditions Terrail. Il y a d'autres livres d'ailleurs. C'est beau. C'est très beau. C'est pas juste une espèce d'anthropologie, de bricolage, là. C'est superbe. Un vieux livre que je lisais quand j'avais 20 ans, Albert Memmi, Portrait du colonisé, et c'est suivi dans cette édition de l'Étincelle par Les Canadiens français, pardon, sont-ils décolonisés? J'aime beaucoup le mot. Alors, deux livres, on parlait de Grand Retour tout à l'heure, John Saul, donc Le réveil autochtone est là. Très intéressant parce qu'il y a 2 morceaux. Il y a la colère de M. Saul, très argumenté, puis après, il y a toute une série de textes extraordinaires qu'on n'aurait jamais retrouvés et qu'il a réussi à regrouper, à mettre en valeur. Je trouve ça très intéressant aux éditions du Boréal, qui, comme chacun sait, est un très bon éditeur puisqu'il a la bonté de publier mes livres. Évidemment de l'humour, hein, on disait tout à l'heure. Thomas King, alors ça, c'est l'Indien malcommode, c'est un peu l'Indien impertinent. C'est celui qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Un portrait tout à fait inattendu des Autochtones d'Amérique du Nord, voire aussi tout le mythe américain dont on parlait. C'est savoureux en même temps que c'est instructif. Alors, merci beaucoup de nous avoir aussi bien informés et sensibilisés à la question des premiers peuples. Décidément, je vais parler comme ça maintenant. Alors, merci beaucoup. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à rejoindre le site de l'émission pour un complément de l'émission Dialogue d'aujourd'hui. Merci et au revoir.